La France risque de ne pas aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu et ça sera certainement une recopie quasi conforme de la directive. 60% des entreprises qui ne sont pas du tout prêtes, qui ne connaissent même pas l'existence de la directive. Le principe de à travail égal, salaire égal, il existe en droit français. Je pense clairement qu'il y aura beaucoup plus de sujets salariaux qui interviendront dans les contentieux. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'ERH, le média signé Lucas pour s'emparer des enjeux RH de demain, mais aujourd'hui. Pour le deuxième épisode de notre série consacrée à la directive européenne sur la transparence des salaires, on a choisi un sujet plutôt détente puisqu'on va s'intéresser aux implications légales de la directive. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée du jour, Margot Tedesco. Bonjour Margot. Bonjour Julien. Alors, tu es avocate spécialiste en droit du travail et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques précautions de rigueur qui s'imposent. Donc, on enregistre ce podcast le 5 février 2026 et à l'heure à laquelle on est en train de parler, il n'y a pour l'heure aucune proposition de loi qui n'a encore été présentée par le gouvernement. Alors, après plusieurs mois d'interruption du travail sur cette directive, on s'attendait à une première proposition de loi le 29 janvier qui n'est finalement jamais arrivée. Est-ce qu'elle a une chance de voir un jour le jour, cette proposition de loi avant le 7 juin ? Alors, avec le 7 juin, je crois qu'on commence à s'en éloigner de plus en plus. Un jour, par contre, je pense que oui, on aura certainement une transposition parce qu'on va y être obligé par l'Union européenne. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on nous avait annoncé des projets de loi qui devaient arriver incessamment sous peu. On a eu une information que c'était ajourné et que le gouvernement souhaitait a priori un petit peu temporiser sur le sujet. Donc à date, on n'a rien et je ne suis pas persuadée qu'on ait quelque chose dans les prochains mois. Ok, alors tu as pris une précaution qui dit pour l'instant le 7 juin on n'est pas sûr. Tu penses qu'on se dirige vers un report de la date de mise en application ou pas ? Alors, au niveau, pour reprendre le contexte européen, au niveau de l'Union européenne, normalement, chaque État membre doit avoir une loi qui transpose la directive d'ici le 7 juin 2026. Et d'ailleurs, l'Union européenne l'a rappelé récemment en disant qu'elle s'attendait à ce que l'ensemble des États membres respectent cette date-là. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a que 3 États membres qui ont transposé et qui n'ont transposé que partiellement. La Belgique, Malte et la Pologne. Tous les autres sont donc en retard, au même titre que la France. On a déjà des États membres qui ont annoncé qui reporteraient jusqu'en 2027. Donc, la date du 7 juin risque de ne pas être tenue par tout le monde. Après, la question qui va se poser, c'est quelles sont les conséquences. On en parlera certainement plus en détail derrière, mais la directive, dans l'état actuel, ne va pas pouvoir rentrer en vigueur si on n'a pas de loi française. Donc, si d'ici le 7 juin, on n'a pas de loi française, on va difficilement pouvoir invoquer cette directive-là en droit français dans des litiges entre employeurs et salariés. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est quand même le principe actuel. Parce que pour le coup, donc, c'est la législation des États membres qui va primer avant celle de l'Europe. C'est-à-dire que si au 7 juin, tout le monde n'est pas prêt, la directive européenne n'entre pas en vigueur. Alors en fait, c'est que la directive de l'Union européenne a mis en place un résultat qu'il faut que les États membres atteignent. Et ensuite, chaque État membre prend les moyens qu'il souhaite pour arriver au résultat. Et la date du 7 juin est de dire les États membres doivent avoir leur loi avec les moyens pour arriver au résultat d'ici le 7 juin. Mais d'un point de vue législatif, une directive, elle n'a pas d'application directe en droit interne. Donc effectivement, elle ne sera pas directement applicable dans des litiges entre particuliers au 7 juin. On pourra quand même s'en servir, notamment dans le cadre de contentieux, et dire qu'à la lumière de cette directive, on peut interpréter certaines dispositions d'une certaine manière en anticipant tout ça et en demandant au juge de quand même la prendre en considération, mais on ne pourra pas l'invoquer directement. Il faut vraiment qu'on ait une loi nationale pour pouvoir avoir la possibilité de se servir de cette base juridique-là. Ok. Alors, on en parlait en préparant cette interview, mais on a déjà connu une application un peu laborieuse d'une décision européenne. Donc, ce n'était pas une directive, c'était un règlement en la personne du RGPD.
Alors, c'était officiellement en vigueur le RGPD en 2016, il me semble, sauf que c'est devenu applicable dans les pays, notamment en France, uniquement en 2018, si je ne me trompe pas. C'est ça. Parce que, notamment, personne n'était prêt. Il me semble, en 2016, tout le monde a paniqué, parce que moi, je me souviens, à l'époque, je travaillais dans une agence de com qui bossait pour des boîtes IT, high-tech, et tout le monde disait, dès 2016, faut faire des communications sur les RGPD, ça va arriver tout de suite. Et en fait, ça a mis 2 ans avant d'être vraiment en vigueur. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec ce projet de loi, justement? Donc, on en parlait. Est-ce que c'est une transposition à minima de la directive qui va être amenée à évoluer pour arriver à une vraie transparence telle qu'elle est prévue pour la directive? Un texte très abouti, contraignant et punitif en cas de non-conformité. À quoi faut s'attendre, en fait? Alors, aujourd'hui, le gouvernement a quand même indiqué qu'il y avait une volonté de temporiser un petit peu, et on a au compte-gouttes quelques informations de ce que sera la loi française du coup sur le sujet. A priori, il n'y a pas une vraie volonté d'aller vers quelque chose qui est très, très transparent, qui est très poussé et qui est très au-delà de ce que la directive nous demande. Donc, ce qu'on devrait avoir, ça sera certainement une recopie quasi conforme de la directive et donc des éléments qu'on a dedans. Ce qui permet, du coup, de se dire qu'on peut quand même un petit peu anticiper parce qu'on a connaissance du résultat à obtenir et que la France risque de ne pas aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu et de s'en contenir au socle minimum. Et c'est également mon opinion personnelle. Je ne pense pas qu'il y aura une vraie volonté d'aller au-delà, surtout dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui. Et sachant que ces sujets-là, on le voit, du coup, ça fait quand même déjà presque 1 an qu'on attend un projet de loi et qu'on ne l'a pas. C'est des sujets qui sont sensibles et qui crispent pas mal et qui concernent beaucoup d'entreprises, petites comme grandes, d'où le fait certainement qu'il y a une volonté de temporiser un petit peu de la part du gouvernement. Puis surtout, plus la date butoir se rapproche, moins on a de temps pour mettre des choses supplémentaires dedans qui vont au-delà de la directive, quoi. Exactement, et tu prenais l'exemple du RGPD, c'est vrai qu'il y a eu ce laps de temps de 2 ans qui a été pris en compte dès le début au niveau de l'Union européenne, puisque un règlement, contrairement à une directive, lui, il est d'application directe, il n'y a pas cette étape de transposition de la loi française, donc il a été adopté en 2016 et dans le règlement, il était prévu qu'il entre en vigueur en 2018. Donc voilà, il existait, on va dire, il avait une valeur légale, mais si on n'était pas conforme, il n'y avait pas de sanction et donc on savait que la date butoir là était à 2018 et qu'il y aurait sanction immédiate. Versus là, c'est vrai qu'avec la directive, on a cette nécessité de transposer et a priori on va aller sur une transposition à minima pour ne pas avoir trop de condamnations aussi au niveau de la France par l'Union européenne, certainement éventuellement demain. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du texte de loi. On le rappelle, on parle de la date butoir du 7 juin depuis tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'à minima, si les entreprises, si vous voulez vous préparer en tant qu'entreprise, vous pouvez regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la directive. Normalement, vous tomberez pas trop loin de ce que dira le texte de loi français. Mais la vraie question, c'est, ça arrive le 7 juin, il n'y a toujours pas de texte de loi. Est-ce que les entreprises sont prêtes ? Alors non, on a des statistiques qui sont sorties encore là au mois de janvier. Il y a à peu près, si on prend tous les types d'entreprises, 60% des entreprises qui ne sont pas du tout prêtes. Ça varie en fonction des grandes entreprises, des PME, des TPE, sur le degré de connaissance. Je crois qu'au niveau des TPE, on a près de 60% des entreprises qui ne connaissent même pas l'existence de la directive. Donc l'ampleur de la mise en conformité va être lourde. Et on a encore des pratiques qui sont non conformes à des dispositions prévues de la directive qui continuent et qui perdurent, notamment sur les offres d'emploi. Donc on voit qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements et de mise en action. Alors là, comme tu le disais, la date butoir arrive, donc on sent que ça bouge, notamment sur les plus grandes entreprises qui commencent à prendre le sujet à bras-le-corps et à se mettre en conformité. Mais non, aujourd'hui, on est d'accord que pas grand monde n'est prêt sur le sujet. Alors, c'est marrant parce que tu prenais l'exemple de ce qu'on pouvait déjà commencer à faire à minima. Tu sous-entendais, je suppose, d'afficher à minima la grille, enfin la fourchette de salaire sur les offres d'emploi. Et justement, on en parlait avec Sandrine Dorbès dans le premier épisode. Il disait que il y en a certains, ils comptent un peu contourner le truc en se disant si on nous demande de mettre des fourchettes de salaire, on va mettre un truc super gros, machin. Et c'est vrai que pour l'instant, en l'absence de loi française, ils peuvent le faire. C'est à la loi française, ça sera
projet de loi de dire bah non, il faut que la fourchette elle soit pas plus grande que un écart de 5 000 € grand max, quoi, entre les min et le max. Exactement, tout à fait, tu as raison de le souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dans les offres d'emploi, donc puisqu'on parle d'un des volets, on va dire qu'il y a 3 grands volets dans cette directive. Un des volets, c'est la transparence externe, avec l'obligation d'avoir la rémunération indiquée ou à minimum une fourchette de rémunération dans les offres d'emploi. Donc, on sait qu'il va falloir s'y conformer. Donc, si aujourd'hui, on est une entreprise qui veut dire « je veux me mettre en conformité », ça, c'est sûr et certain qu'il va falloir le faire. Par contre, comme tu le disais, on n'a pas de limite pour l'instant. Donc, on peut se dire je mets une fourchette basse qui est très basse et une fourchette haute qui est très haute, et puis je serai en conformité. Il est fort possible qu'on ait un écart de rémunération qui soit indiqué sous la loi française. Et alors, on n'a pas de projet de loi aujourd'hui en France, mais on a eu notamment un rapport de députés rattaché au ministère de l'égalité et des droits des femmes qui est sorti là le 27 janvier avec 21 recommandations. Et c'est une volonté avec ce rapport-là de la part de certaines députées, puisque ce sont 3 femmes qui ont porté le projet, de donner des indications pour les parlementaires et pour la prochaine loi de ce qui pourrait être fait. Et parmi les recommandations, on a une indication sur cette fourchette d'avoir un écart maximum de 10%. Donc, ça donne des indications de ce que pourrait potentiellement être la loi demain, effectivement. On a quand même quelques pistes aujourd'hui. Mais pour l'instant, l'exemple que tu donnes, c'est juste une proposition de parlementaires pour essayer de mettre le gouvernement sur les bonnes rails, sur les bons rails, pardon. Mais pour l'instant, ça n'a pas de valeur. C'est vraiment juste, on aimerait tendre vers ça, mais tant qu'ils s'en emparent pas, ça n'a pas de valeur pour l'instant. Exactement. On a beaucoup de rapports parlementaires et divers et variés en France sur tout un tas de sujets et qui n'ont pas de valeur juridique, mais ça peut donner des indications et aussi des idées à des entreprises qui se disent « Ok, mais je veux y aller, mais je ne sais pas exactement comment y aller ». Ça peut être quand même une petite indication et des idées de comment arriver à être en conformité avec cette directive. Ok. Et au regard de toutes les informations qu'on a à notre disposition et de tout ce qu'on sait déjà, c'est quoi le minimum vital à mettre en place d'ici le 7 juin pour être en conformité ou en tout cas juridiquement prêt? Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, on a 3 volets sur la directive. Le premier volet, donc, qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est la transparence externe. Ce que la directive nous dit, il y a 2 éléments importants à retenir. C'est donc cette fameuse indication de la rémunération ou d'une fourchette de rémunération. Aujourd'hui, il y a toujours 60% des entreprises qui n'indiquent aucune rémunération sur les offres d'emploi. Donc là, la statistique est quand même assez impressionnante. Donc, commencer à avoir cette pratique-là, c'est tendre vers de la conformité. Le deuxième élément aussi, c'est une interdiction de demander l'historique salarial. Ça, c'est la question qu'on pose encore beaucoup. Pareil, il y a des statistiques qui sont sorties là-dessus. C'est encore une pratique qui existe beaucoup. Donc, commencer par ces 2 volets-là, ça permettra d'être en conformité. Ça, c'est sur l'aspect transparence externe. Transparence interne, et on en parle beaucoup également, il va falloir être en mesure de donner des éléments sur le niveau de rémunération individuelle, également sur le niveau de rémunération moyen ventilé pour un travail de même valeur. On en parlera peut-être après. Donc, ça incite à ce que les entreprises déjà se renseignent sur leur pratique de rémunération en interne et se demandent si elles sont en conformité sur ce point-là et tendent vers une grille de salaire qui sera demain publique potentiellement, puisqu'il y aura des obligations de communiquer là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième volet sur lequel les entreprises doivent commencer à travailler, et je pense que vous l'avez déjà longuement abordé aussi, c'est réfléchir, reprendre tous les salaires en interne de la rémunération et faire l'exercice aussi de c'est quoi un travail de même valeur. On a des indications également dans la directive. Et la rémunération, on a aussi des indications que la rémunération, et je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas juste la rémunération fixe. Il faut prendre aussi les avantages en nature. Donc, quand il y a un véhicule, ça doit être inclus dans la comparaison. Tout ce genre de choses-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut commencer à faire au niveau des entreprises, de dire, OK, est-ce que ma politique de rémunération aujourd'hui, elle est conforme à ce qu'elle devrait être demain, et y réfléchir. Et ensuite, le troisième volet que je mets de côté, parce qu'on a un peu plus le temps là-dessus, ce sont les obligations de reporting qu'il y aura demain, certainement d'ailleurs que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et on a déjà aujourd'hui l'index égalité professionnelle qui existe, qui va être refondu
dans le cadre de cette directive transposée, mais les obligations ne seront que pour juin 2027 parce qu'on avait des délais d'application différés de la directive, donc on a encore un petit peu plus de temps et le gouvernement a confirmé que la refonte n'interviendrait qu'en 2027. Donc je le laisse un peu de côté sur comment se conformer dans un premier temps. C'est vraiment les deux volets, transparence interne et externe. Ok. Pour le coup, on va on va creuser le sujet tout de suite. Tu parlais de ventilation sur travail de même valeur. Et tu disais qu'on avait des indications justement dans la directive européenne sur ce que c'était la valeur. Justement, j'ai l'impression qu'il y a un gros flou aujourd'hui quand on parle de travail de même valeur ou à valeur égale. Qu'est-ce qu'a dit la directive concrètement sur la valeur du travail ou la valeur d'un poste? Oui, alors elle nous donne des indications sur les éléments qu'on doit prendre en compte. Donc bien évidemment, tu vas avoir des compétences techniques, tu vas avoir des diplômes ou ce genre de choses-là. Et il y a une notion principalement que nous, on ne retient pas encore aujourd'hui en droit français, qui est celle qu'il va vraiment falloir introduire, c'est la notion de conditions de travail. Cette notion-là, elle est peu prise en compte par le droit du travail français et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir davantage prendre en compte aujourd'hui. On a des notions aujourd'hui qui sont sur j'ai plus le terme exact, mais le travail physique et la pénibilité un petit peu. Voilà, ça c'est des notions qu'on retrouve déjà dans la définition qu'on a quand même en droit français. On a quand même des indices aujourd'hui, mais là où la directive va plus loin, c'est sur cette notion de conditions de travail qu'il va vraiment falloir intégrer dans l'appréciation de la même valeur d'un poste. Ok. Le jour venu, donc on va faire un peu de RH fiction, c'est rentré en vigueur. C'est quoi les éléments concrets que les entreprises vont être capables de présenter pour démontrer qu'elles sont conformes ? Alors, concrètement, si tu as une grille de salaire et des éléments que tu vas pouvoir amener OK, pour tel poste, la rémunération, elle est celle-ci, à tel niveau, en fonction de tels critères, je module de cette manière-là et en donnant l'ensemble des éléments de la rémunération. Puisque on en parlait tout à l'heure, c'est pas que la rémunération fixe, ça peut être les avantages en nature, ça peut être de la rémunération variable, par exemple. Tous ces éléments-là, il va falloir être en mesure de les transmettre aux salariés. Donc, soit tu peux te dire, j'attends et demain que quelqu'un vienne me poser la question et j'attends que la directive arrive et commence à me mettre un petit peu face à mes contradictions. Soit tu peux te dire, je suis proactif et je vais aller faire ce vrai travail de lister et d'avoir des grilles de salaire et d'expliquer ma méthodologie de fixation de ma rémunération en interne. Et certaines entreprises le font. Donc c'est possible et ça tend vraiment vers la volonté de la directive. Puis en plus, elles ont tout intérêt à le faire parce que ça va leur faciliter le travail plus tard. Parce que je crois qu'un autre pan de ce que dit la directive, c'est qu'il va y avoir l'inversion de la charge de la preuve. Pour le coup, donc ça va être aux entreprises de démontrer qu'il y a bien une inégalité à la demande des salariés. Et c'est sur ces éléments-là qu'elles vont devoir se baser pour faire la moyenne à poste égal et de valeur équivalente aussi. Exactement. L'inversion alors, de la charge de la preuve, on l'a déjà en droit français, donc c'est moins une grosse révolution pour nous, mais c'est vrai qu'en matière d'inégalité salariale et également en matière de discrimination, il suffit aux salariés d'apporter des éléments qui laissent à penser qu'il y aurait une inégalité ou une absence de discrimination, et ça va être à l'employeur de prouver qu'il est conforme à la loi. Donc, c'est pas la même logique où, normalement, le salarié doit prouver qu'il y a un manquement de la part de l'employeur. Là, c'est à l'employeur à prouver qu'il respecte bien. Donc, comme tu le dis, il y a une vraie inversion de la charge de la preuve. Donc, si l'employeur, il a déjà fait cet exercice-là d'être transparent, de donner les éléments et que ce soit déjà fait au sein de l'entreprise, il y aura beaucoup moins de contentieux a priori et d'opacité sur les politiques de rémunération. Oui, et puis c'est surtout qu'en plus de pouvoir, d'avoir une gradation des salaires en fonction de l'ancienneté, parce que c'est vrai que toutes les entreprises ne valorisent pas de la même manière l'ancienneté ou la seniorité sur certains postes. Donc effectivement, un junior qui va regarder sa fiche de poste, sa fiche de salaire, pardon, et la comparer avec celle d'un senior s'il tombe dessus, effectivement, s'il voit un écart de dingue, il va se dire mais comment ça se fait au secours. Donc là, il y a bien effectivement la notion de ils ont le même travail, mais par contre, si effectivement l'entreprise n'a pas cette gradation sur l'ancienneté ou la seniorité, là pour le coup, ce sera beaucoup plus difficile à justifier et ils devront
l'inventer en 2 mois si jamais ils ont... Exactement, et aussi sur quels critères je nomme qu'une personne est junior et qu'une personne est senior. Tout ce travail-là, où on avait aujourd'hui peut-être davantage d'augmentation parce qu'il y a des gens qui négocient mieux ou qui menacent de partir à la concurrence et du coup on donne une petite augmentation ou alors on fait passer un niveau pour garder cette personne-là, demain ça va être beaucoup plus difficile de justifier ce genre de choses. Et du coup, je reprécise, je disais, ils auront 2 mois pour justifier parce que la directive prévoit que l'entreprise doit donner la réponse dans les 2 mois suite à la demande du salarié. J'étais allé un petit peu vite. Au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des notions de sanctions ou de risques pour les entreprises qui sont pas conformes au moment au 7 juin? Est-ce qu'on a déjà des indications là-dessus ou pas? Oui, alors déjà, on ne l'a pas rappelé en préambule, mais nous, ce principe de « à travail égal, salaire égal », il existe en droit français et il est aussi issu de dispositions notamment européennes et c'est des principes en droit français qu'on a depuis 1975. Donc, on a déjà tout un arsenal législatif qui encadre et qui a des sanctions. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de sanctions, il y a peu de moyens pour les salariés, justement, de savoir qu'il y a une inégalité salariale. Donc, on va retomber sur les sanctions qu'on a aujourd'hui là-dessus. Donc, on a 2 volets, comme souvent. On a le volet civil et on a le volet pénal. Sur le volet civil, si on arrive à prouver qu'il y a une discrimination salariale, la conséquence, ça va être un rattrapage salarial. Et s'il y a eu des mesures qui ont été prises pour sanctionner, par exemple, des gens qui auraient pu dire je pense que je suis discriminé en raison d'un salaire, etc. C'est des choses qu'on peut voir. Toutes ces mesures de rétorsion, elles sont naturellement annulées et considérées comme discriminatoires. Donc ça, c'est vraiment le premier volet civil, c'est un rattrapage salarial. Si 2 personnes qui ont un travail égal, salaire égal, ce principe-là n'est pas respecté, on doit remettre les mêmes personnes au même niveau, sachant qu'on a une prescription de 3 ans en matière salariale. Donc, on ne pourra remonter que 3 ans en arrière. Et ensuite, sur le deuxième volet, on a des volets avec des sanctions pénales. Certes, alors, le maximum qu'on a aujourd'hui, ça va être des sanctions pénales de discrimination. Si on arrive à prouver qu'il y a effectivement une inégalité salariale et qu'elle ne peut être que justifiée que par une discrimination en raison du sexe, très souvent, mais on pourrait aussi imaginer tout un tas d'autres sujets de discrimination salariale. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc voilà, ça c'est les sanctions et l'arsenal juridique qu'on a, qui existe aujourd'hui, et je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer là-dessus. On va en revenir à ce qu'on a déjà. On a, pour le coup, quelque chose qui est assez complet en la matière. Ce qui est compliqué, c'est l'applicabilité de ces sanctions-là. Et c'est pour ça que cette directive vise à renforcer, et c'est d'ailleurs le titre de la directive, elle vise à renforcer l'application du principe d'égalité salariale, à travail égal, salaire égal. D'accord, donc effectivement, toutes les sanctions existent déjà. Par contre, c'était pour prouver qu'elles devaient bien être appliquées qu'on avait un peu plus de difficultés, quoi. Et c'était juste en France ou tous les pays de l'Union européenne aussi? Alors, je ne suis pas spécialisée dans tous les pays de l'Union européenne, mais je pense que c'est à peu près la même chose un petit peu partout, parce que, comme je le disais, ce principe d'égalité salariale, il est aussi issu d'une vieille directive, donc tout le monde a ce principe-là un peu au niveau européen, donc je suppose qu'il y a des sanctions un petit peu partout au niveau européen également. Ok. Et ce sera quoi l'autorité compétente en France qui sera justement chargée de surveiller que c'est bien mis en application, que les entreprises sont conformes, etc. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, Ouais. mais je pense pas trop m'engager en disant que l'inspection du travail aura certainement un rôle là-dessus, parce que l'inspection du travail est là aussi pour regarder l'application du droit du travail dans les entreprises et potentiellement brandir la menace des sanctions pénales, voire saisir les autorités compétentes en la matière. On aura peut-être la DREETS également qui sera missionnée sur le sujet. Et alors, juste en relisant avant de venir les recommandations du rapport parlementaire dont on parlait, il y a une volonté de ces personnes-là, donc dans les recommandations qui sont indiquées, que le Haut Comité à l'égalité ou le Haut Conseil à l'égalité, je ne sais plus les termes exacts, mais en tout cas qui est l'instance aujourd'hui en matière de droits des femmes et d'égalité femmes-hommes, soit l'organe qui soit à même d'appliquer les principes issus de
de la directive. Donc, c'est une recommandation. Je ne sais pas si elle sera suivie. En tout cas, il y avait aussi dans les autres recommandations la volonté de grossir les rangs de l'inspection du travail, dont les moyens diminuent depuis de nombreuses années maintenant. Mais ça n'a pas l'air d'être la tendance actuelle non plus. Donc, on verra. Ok. Et en parlant des chamboulements ou des modifications que les entreprises vont devoir apporter aussi, je crois que tu évoquais à demi-mot tout à l'heure la refonte de l'index égalité homme-femme, en tout cas que ça va l'impliquer. Est-ce que va y avoir d'autres impacts aussi, notamment sur ces éléments-là? Je pense au BSI, je pense à l'index égalité homme-femme, je pense aussi à l'obligation de devoir rappeler, il me semble, une fois par an avec la directive, quels sont les principes d'égalité qui s'appliquent. Et c'est quoi les changements aussi un peu au côté administratif, process et paperasse que ça va impliquer? Oui, alors c'est sûr qu'il y aura des implications sur l'index. Du coup, tu le disais, a priori, il va être refondu. Donc ça, c'est une certitude. Ensuite, d'un point de vue paperasse et administratif, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de changements que celui-là. En revanche, il va y avoir aussi, à mon sens, des implications avec le dialogue social et au niveau du CSE. Parce qu'on n'en a pas parlé sur les mesures de correction. On a aussi la directive qui nous dit lorsque des écarts de plus de 5% seront constatés, après donc cet exercice de transparence interne sur les postes de même valeur, il y aura une évaluation conjointe avec les représentants du personnel et des mesures correctives qui devront être prises en œuvre. Et on a aussi le cas dans certains sujets, notamment d'égalité professionnelle, qu'il faut prendre des plans d'action, qu'à défaut de plan d'action, on est sous la menace de sanctions et de menaces d'amendes administratives. Donc, il y aura certainement aussi des choses à publier à ce niveau-là si on n'est pas encore en conformité avec des mesures correctives. Ça existe aussi pour l'index. Donc, il y aura ça. Potentiellement, est-ce qu'il y aura aussi des rubriques alimentées encore davantage au niveau de la BDESE, qui est le support de consultation avec le CSE? C'est pas impossible, même si on a déjà quand même quelque chose qui est très, très complet aujourd'hui, mais peut-être que ça va également être renforcé. Idem sur les négociations annuelles obligatoires qu'on peut avoir dans le cadre de négociations avec des syndicats. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui devront être pris en compte. Donc ça, c'est un peu, plus, à mon sens, sur le dialogue social et les obligations de reporting. Peut-être qu'on aura aussi un petit peu de mise en conformité, mais c'est dans un deuxième temps, puisque là, ça sera 2027 a priori. Et c'est plutôt les grosses entreprises qui seront soumises, puisqu'on est généralement au-dessus du seuil de 50 salariés. C'est aussi l'index, tout le monde n'y est pas soumis. Donc, je me dis que c'est des entreprises qui sont peut-être mieux armées pour la mise en conformité là-dessus, puisque c'est des plus grosses entreprises qui seront mieux structurées et a priori mieux accompagnées que les TPE ou PME qui découvrent un petit peu toutes ces obligations aujourd'hui. Et alors, tu abordes le sujet du reporting. J'ai cru voir que justement la directive disait que les premiers reportings qui vont sortir en 2027 devront se baser sur les données 2026. Oui. Ce qui veut dire que quand bien même il y aurait des reports ou où la loi traînerait à être mise en application en France, en fait, sur les premiers reportings qui vont devoir sortir, on va quand même regarder les données 2026. Donc, l'idée, c'est peut-être de ne pas attendre la mise en application de la loi et de commencer tout de suite, quoi. Oui, tu as raison. Et c'est vrai qu'on a souvent ces notions de reporting. Je pense aussi à la BDESE où parfois tu dois faire des projections sur quelques années, mais tu dois aussi faire du reporting sur des années passées. Et c'est des nouveaux outils que tu mets en place. Donc, il y a tout un tas de reporting à faire alors que peut-être que tu n'avais pas l'obligation par le passé. Et donc, il y a du rattrapage. Et tu as raison de le souligner parce que en fait, c'est là que c'est important pour les entreprises de commencer à se mettre en conformité parce que si tu fais tous les exercices qu'on a dit, le reporting, ça va être du reporting sur les mesures dont on a parlé précédemment, donc notamment sur les grilles de salaire éventuelles à venir. Mais oui, effectivement, surtout sur cette appréciation à travail égal, salaire égal et de justification de pourquoi j'ai telle rémunération pour tel poste ou tel poste et de cet exercice. Donc en fait, si l'exercice est fait et bien fait cette année, l'année prochaine, le reporting va porter sur le travail qui a été fait cette année. Donc, a priori, il n'y aura pas de difficulté. C'est pour ça que ça sera juste mettre en lumière tout ce qu'on a mis en œuvre juste avant. Ok, donc le premier reporting, c'est vraiment de justifier est-ce qu'on a bien mis des choses en place, quoi. Ça va être ça. Ça sera effectivement, on aura des indicateurs, si tu veux, comme on a aujourd'hui sur l'index égalité pro, des indicateurs avec de la donnée à fournir. Mais a priori, si tu es une entreprise et qui
que tu commences à travailler sur le sujet, tu vas nécessairement mettre en place des indicateurs et du reporting, toi, en interne, pour t'assurer de, OK, comment je suis là aujourd'hui? C'est quoi ma grille de salaire, moi, interne? Est-ce que je suis conforme ou pas aux exigences? Donc, tu vas faire ce travail-là, les services RH ou les gens qui gèrent la donnée ou les entreprises externes qui allouent des services sur tous ces sujets vont te permettre d'extraire de la donnée pour te conformer à minima sur ces obligations de transparence interne. Donc le reporting, il va venir compiler cette donnée et juste la mettre en forme dans le futur index qu'on devra te demander. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec l'index Égalité Pro. On va chercher de la donnée dans les logiciels de SIRH et puis on compile tout ça et puis on l'envoie. C'est ce qui se passe. Donc la donnée existe. Si elle existe déjà, pas de difficulté. Si elle n'existe pas, c'est sûr que ça sera plus compliqué. Ok. Et alors, on le sait, hein, le sujet du salaire en France, c'est un sujet un peu touchy, hein, un peu explosif. Et donc là, justement, on va donner des nouvelles armes aux salariés pour pouvoir se réapproprier ce sujet, pour pouvoir s'en emparer et puis justement avoir plus d'outils de négociation avec la direction ou d'outils de conflit. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous, dans la profession, les avocats, vous vous attendez à avoir plus de ces sujets représentés au prud'homme ou pas spécialement ? Oui, un grand oui. Je pense clairement qu'il y aura beaucoup plus de sujets salariaux qui interviendront dans les contentieux qu'on aura aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les salariés auront des moyens à leur disposition pour aller chercher de l'information. Là où ils n'avaient pas la possibilité d'aller demander de l'info. Et ça sera à l'employeur à s'y conformer. Moi, aujourd'hui, grâce au RGPD, je fais aussi des demandes, quand je suis côté salarié, de droit d'accès pour avoir accès aux données personnelles récoltées par l'entreprise. C'est un moyen d'utilisation que nous, avocats, on s'en sert pour récolter de la donnée et pour avoir de l'info qu'on ne pouvait pas avoir hier parce qu'on n'avait pas ce droit d'accès qui était mis en place dans notre juridiction nationale. Donc, pour aller chercher de l'info, c'était plus compliqué. Demain, si on soupçonne qu'il y a une inégalité de traitement et de rémunération, on aura le moyen et l'outil de dire « Ok, je veux des informations sur ma rémunération individuelle ou sur la ventilation par sexe et par catégorie dans l'entreprise. » Donc, pour moi, c'est quasiment inéluctable qu'on ait une augmentation des contentieux là-dessus. C'est sûr et certain. Il y aura certainement un appel d'air à un moment donné. Peut-être que ça se tassera un peu. On verra comment les juridictions aussi réagissent sur le sujet, mais c'est une certitude pour moi. Ok. Alors pour terminer, un peu pour résumer tout ce qu'on vient de dire, pour les entreprises qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui auraient un peu procrastiné sur le sujet jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu leur conseillerais de mettre en place en priorité là tout de suite jusqu'au 7 juin si jamais la date est maintenue? Oui, alors première chose, revoyez vos offres d'emploi, fourchette de rémunération, vraie fourchette, pas comme on l'a dit tout à l'heure, un truc très bas et un truc très haut. Interdiction de demander l'historique salarial à vos candidates. Et deuxièmement, en interne, faire l'exercice de vos grilles de rémunération, de regarder tous les postes que vous avez, de faire qu'est-ce que c'est qu'un poste de même valeur, faire cet exercice-là, commencez à créer vos grilles, y réfléchir, regardez si vous êtes en conformité ou pas. Si vous n'êtes pas en conformité, parce que déjà, vous allez faire, vous, l'exercice et vous rendre compte qu'il y a peut-être des gens, vous vous en rendiez même pas compte, mais il y a eu de la négociation avec des managers, etc., qui ont fait qu'il y a une personne qui bénéficie beaucoup d'une rémunération qui est beaucoup plus importante que son collègue et vous en aviez peut-être même pas conscience ou avec les avantages à côté et vous dire qu'est-ce que je fais, peut-être prévoir des budgets de rattrapage salarial. A priori, j'ai lu aussi des statistiques comme quoi cette année, il y avait eu un peu moins d'augmentation générale et qu'on était peut-être revenu à un peu plus d'augmentation individuelle. Peut-être que certaines entreprises ont pris le pli de faire du rattrapage en anticipation. Donc ça aussi, c'est quelque chose à mettre en place aujourd'hui. Et oui, vraiment, en fait, ça, c'est ces deux volets, quoi. C'est sur l'interne, commencer le travail de peser de vos postes, on va dire, et d'association d'une rémunération en face. Et demain, construction éventuellement d'une grille pour pouvoir être prêt le jour J. Et si on vous le demande, à pouvoir fournir les informations à vos salariés. Alors, je veux juste rebondir sur c'est un des derniers éléments que tu viens de dire, sur la pesée des postes, parce qu'on était à HR Technology, donc le salon à Paris fin janvier, et justement, c'était Séverine Loureiro du Lab RH qui disait que
Dans l'exercice de la transparence, la pesée des postes, c'était quelque chose qui était pratiqué avant, une pratique qui est tombée un peu en désuétude aujourd'hui, mais qui s'avère quand même vachement pratique aujourd'hui dans le cadre de cette transparence des salaires. Toi, tu préconises de revenir aussi à la pratique de la pesée des postes? Moi, j'ai un peu du mal à voir comment tu apprécies un travail de même valeur si tu ne le définis pas en amont et donc si tu ne le pèses pas. Ça me semble un peu difficile de faire l'exercice sans. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Je suis pas la plus créative peut-être en la matière. Nous, juristes, on revient toujours à des choses qu'on sait faire parfois. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne méthode pour y arriver, c'est certain. Ok, j'espère que vous avez pris des notes. Margot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés et ou regardés jusqu'au bout si vous êtes arrivé ici. Si vous voulez suivre, voir ou revoir les épisodes précédents, vous pouvez vous rendre sur lucas.fr/heure-h. Vous y retrouverez aussi tout plein de contenus qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt.